Je suis ravie d'être là, vraiment. En plus, je ne m'attendais pas à une si belle surprise. C'est la première fois qu'on m'offre une assistance ainsi, comme ça, debout, dans de telles conditions, avec de très très beaux visages, parce que c'est ce que je vois d'ici. J'espère avoir quelques photos, donc ceux qui sont en charge d'appareil, sans prier de m'en communiquer avant mon départ. Je suis dans la maison, vous le savez, depuis ce matin, donc cela fait quelques heures que je suis dans l'établissement. Je suis venue installer le nouveau directeur de l'École nationale de l'administration pénitentiaire qui vous accueille, M. Philippe Potier, donc, qui est depuis ce matin, et par décret du président de la République du 7 janvier 2013, sur ma proposition, et donc le directeur de l'École nationale de l'administration, de la pénitentiaire, Je vous invite à regarder, curiosité tout à fait saine, son parcours. Il a un très beau parcours. Il est extrêmement représentatif de notre administration pénitentiaire, parce que c'est une administration qui est composée de métiers divers. Et M. Potier les a presque tous pratiqués. Il ne s'en est pas contenté. Il a circulé sur le territoire. Il est allé au-delà de l'Hexagone, puisqu'il a également servi dans les Outre-mer. Il a réfléchi, il a publié, il a participé à la recherche. C'est donc... le voilà donc votre directeur de l'ENAP, depuis ce matin, installé par moi depuis ce matin, mais nommé depuis le 7 janvier par le président de la République. Il a donc eu une expérience, une connaissance de l'intérieur de l'école, parce qu'il a servi à l'école également, donc de tous ces métiers. Des métiers de surveillant, bien entendu, de direction aussi, de conseiller de direction d'insertion et de probation. Il connaît tous les métiers de l'intérieur. Il est donc arrivé ce matin, et depuis 7 mois, la maison est tenue. Elle est tenue par Mme Doucet, que vous connaissez, directrice adjointe, qui pendant 7 mois a assuré l'intérim. Et devant vous, je la remercie à nouveau pour la qualité du travail qu'elle a pu fournir en maintenant la cohésion des équipes de très très grande qualité, puisque j'ai rencontré les directeurs, j'ai rencontré donc ceux qui connaissent l'école et la font vivre au quotidien, et je sais à quel point au niveau de l'encadrement, la qualité des ressources humaines est grande. Je sais au niveau aussi qu'au niveau des élèves, on va vous appeler comme ça, quel que soit vos âges, la qualité est grande, compte tenu des conditions dans lesquelles vous choisissez de venir épouser ces métiers, et compte tenu des conditions dans lesquelles vous êtes admis dans cet établissement. Je dois vous dire que j'éprouve un bonheur particulier, parce que pour moi qui crois profondément à l'importance des connaissances, à l'importance des savoirs de qualité, qui doivent être construits de façon rigoureuse, qui doivent être évalués avec la même rigueur, et qui doivent, à partir de ce moment-là, être partagés et transmis. Pour moi qui crois tant au savoir, aux connaissances, à l'importance de la recherche, aux belles lettres de l'expertise, pas l'expertise froide, raide, arrogante, mais l'expertise qui s'interroge sur l'expérience des autres, qui confronte cette expérience aux indicateurs scientifiques, qui revient sur les conclusions en se demandant si toute la part humaine a bien été intégrée et prise en compte. Moi qui crois à tout cela, je dois vous dire que être ministre de la Justice et avoir donc 4 écoles, l'École nationale de la magistrature, l'École nationale des greffes, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Savoir que ces 4 écoles mutualisent leur savoir et vont intensifier à ma demande les échanges, les rencontres, le décloisonnement des métiers de la justice, c'est du pur bonheur qui compense les tracas auxquels je suis confrontée au quotidien, et je peux vous assurer qu'il y en a au moins 15 à la douzaine. Avoir donc ces 4 écoles et savoir que ces 4 écoles, avec un haut niveau d'exigence, forment nos personnels dans des métiers différents. C'est une garantie de la qualité du service public de la justice. Et si je vous en parle, c'est parce que je suis extrêmement attachée à l'unité du service public de la justice. Vous contribuez tous, chacune, chacun, à quelque niveau que vous exercez votre métier, et quelle que soit
ce métier, vous contribuez à l'exercice du service public de la justice au service de nos citoyens. Et c'est toute la grandeur de vos métiers. J'ai beaucoup circulé depuis que je suis en responsabilité. J'ai beaucoup reçu aussi à la chancellerie. Et je n'ai pas cessé d'être frappée, maintenant je le prends pour acquis, pour donner, par la qualité de nos personnels dans tous les métiers. Nos magistrats du parquet, nos magistrats du siège, nos greffiers, nos fonctionnaires dans les juridictions, nos éducateurs à la protection judiciaire de la jeunesse, nos psychologues, ceux qui interviennent pour prendre en charge les jeunes, les accompagner, les sortir du parcours de délinquance, les aider à se trouver, à se respecter les autres, à respecter les règles, les lois. Et puis, tous ces métiers de l'administration pénitentiaire. Vous tous, directeurs, conseillers d'insertion et de probation, officiers, je mélange délibérément, parce que vous appartenez à la même administration. Surveillants, premiers surveillants, tous, le choix du métier, d'abord, le choix du métier. Je n'ai pas rencontré de personnel qui soit là par hasard. Et s'il est arrivé, probablement, que certains soient arrivés dans un de ces métiers par hasard, je pense qu'il en est reparti. Je suis frappée encore, mais je trouve que c'est une donnée, une belle donnée, par cette qualité, ces motivations, les compétences acquises, la recherche permanente de compétences et d'amélioration, donc de performance, et surtout une capacité extraordinaire d'adaptation. Parce qu'il faut le dire, vos métiers sont en train d'évoluer, ils sont en train de changer. Et non seulement ils sont en train d'évoluer et de changer sur la force de la société elle-même, mais aussi sous le poids d'un certain nombre de règles et de standards européens et internationaux qui contribuent à redéfinir le profil des métiers. Et parfois, quelques décisions publiques à caractère législatif, à caractère réglementaire, à caractère structurel, qui modifient l'exercice de ces métiers. Vous êtes donc à l'École nationale de l'administration pénitentiaire pour des durées variables selon vos métiers, selon vos parcours aussi. Et tous ceux qui vont venir intervenir auprès de vous dans le cadre de cette formation le font avec toutes ces qualités que je viens de décliner. Ils vont vous transmettre, et je sais qu'ils transmettent déjà, j'ai eu des échanges avec quelques-uns d'entre vous depuis que je suis là ce matin. Je sais que certains d'entre vous sont arrivés à cette formation ou à ce métier après avoir rencontré quelqu'un qui exerçait ce métier ou qui intervenait dans l'administration pénitentiaire. Et je trouve que ce sont de belles rencontres extrêmement fécondes. Donc ceux qui interviennent devant vous, auprès de vous, sont là pour vous transmettre. Parce que l'ENAP, comme toute école, est un lieu de transmission des savoirs, de transmission des connaissances dont je parlais, de transmission des valeurs aussi. Des valeurs. Parce qu'en choisissant un métier de l'administration pénitentiaire, vous avez choisi un service public, celui de la justice, une grande et belle mission, la justice. Vous avez tout simplement choisi la République. Et l'ENAP donc transmet des valeurs, celles de la République. L'ENAP transmet aussi le patrimoine de l'administration. Mais également, parce que cette école vous prépare à votre temps, à votre époque, vous transmet aussi un sens de l'innovation. C'est une école attentive à la capacité critique de recherche, d'interrogation, de proposition, d'innovation. C'est une école évidemment qui doit s'adapter, je le disais, vos métiers évoluent. Au croisement de plusieurs influences, les métiers évoluent. C'est donc une école qui vous prépare à vous adapter, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, elle vous accompagne dans l'adaptation à ces métiers. L'administration pénitentiaire elle-même contribue à cette adaptation en produisant des référentiels qui sont établis à partir de concertation, d'accumulation d'expérience, bien entendu, de réflexion, de recherche et de concertation avec les organisations syndicales. C'est une école ouverte,
Elle est ouverte sur l'Europe. Vous savez à quel point les règles pénitentiaires européennes ont joué un rôle extrêmement dynamique, positif, sur notre droit interne et sur nos pratiques dans l'administration pénitentiaire. Ces règles pénitentiaires européennes, dont les 108 touchent des niveaux extrêmement divers, constituent aujourd'hui, pour les établissements qui en reçoivent le label, une raison tout à fait légitime de fierté, parce que c'est la reconnaissance de la qualité de l'accueil de nos établissements pénitentiaires. Nos établissements sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. Certains d'entre eux sont dans un état de vétusté indigne, honteux, dommageable pour les conditions de dignité de détention et insupportable pour les conditions de travail au quotidien. Et pourtant, nos personnels pénitentiaires font vivre ces établissements, les contiennent les tensions qu'il y a dans ces établissements. En fait, portent sur leurs épaules la responsabilité au quotidien du fonctionnement du service public de la justice dans sa dimension pénitentiaire. Et je veux rendre hommage à ces personnels qui, jour après jour, permettent que nos établissements, connaissant de la surpopulation carcérale, connaissent des incidents, connaissent des agressions inacceptables, mais finalement fonctionnent tous les jours parce que les personnels sont en capacité de les faire fonctionner tous les jours. Vous avez donc choisi ces métiers de l'administration pénitentiaire, je le disais, ils sont divers, mais ce sont surtout des métiers à lourde responsabilité. La responsabilité est lourde parce que vous êtes amenés à exécuter des décisions de justice, des décisions privatives ou restrictives de liberté. Ces décisions de justice que les magistrats prononcent au nom du peuple français, vous êtes appelés à les exécuter. Mais pas seulement à les exécuter. Vous êtes appelés à faire en sorte que celui qui s'est mis en transgression de la loi a entendu le prononcé d'un jugement sur la base de ce que représente la sanction correspondant à l'acte accompli. Celle-ci, celui-là, aucun d'eux n'est perdu. Contrairement à des propagandes simplistes qui ont fait croire que ceux qui entrent en prison disparaissent de la société, aucun d'eux n'est perdu. S'ils sont perdus, c'est notre échec à tous. S'ils sont perdus, c'est l'échec de la République. La responsabilité du tribunal est de prononcer la sanction. Et le tribunal prononce la sanction. Le parquet réquisitionne. Le juge du siège prononce en vertu du droit, en respect de la loi, en conscience et au nom du peuple français. Et une fois la sanction prononcée, dans un processus d'individualisation de l'acte, de la personne, de sa personnalité, des circonstances, de la peine prononcée par rapport à tous ces éléments, mais aussi des modalités d'exécution de cette peine. Une fois que le tribunal a prononcé la peine, votre responsabilité à vous est de veiller à l'exécution de cette peine. Mais en tenant pour essentiel le fait que nul n'est perdu. Et c'est tout le sens de votre travail pour l'insertion et la réinsertion. C'est tout le sens du travail des conseillers d'insertion et de probation en milieu fermé. C'est tout le sens de la réflexion sur l'aménagement des peines. Et c'est tout le sens de la réflexion que j'ai lancée sur la prévention de la récidive. Parce que lorsque je dis que nul n'est perdu, il nous faut veiller à ce qu'il ne soit pas perdu. Qu'il ne soit pas perdu pour la société. Et la condition pour qu'il ne soit pas perdu pour la société, c'est que nous parvenions à entretenir le lien entre cette personne et la société. Préparer cette personne à sa sortie qui aura lieu tôt ou tard. Et faire en sorte qu'elle revienne dans la société sans aggraver les risques qu'elle commette à nouveau des infractions, des délits, des crimes.
C'est une responsabilité extrêmement lourde, mais extrêmement belle aussi, que les personnels accomplissent admirablement au quotidien, avec des difficultés que nous n'avons pas le droit d'ignorer, mais avec un engagement personnel, un dévouement, une conscience personnelle, des compétences professionnelles qui forcent l'admiration. Je vous le disais, j'ai donc lancé une conférence de consensus qui se tiendra le 14 et le 15 février. Le comité d'organisation qui prépare cette conférence de consensus a été installé en septembre à la chancellerie. C'est un comité que j'ai voulu indépendant, composé d'une vingtaine de personnalités, à très fortes personnalités d'ailleurs, avec des sensibilités différentes, des parcours différents, des tempéraments très différents. Je peux vous dire que ça n'était pas tous les jours pacifique, mais ils ont réussi à produire un travail de très grande qualité. Ils ont mis en place, la présidente de ce comité d'organisation est Mme Nicole Maestracci, qui est première présidente de la Cour d'appel de Rouen. Ce comité a mis en place un jury d'organisation indépendant, qui est présidé par Mme Toulkens, qui est une ancienne présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce jury indépendant va donc entendre pendant 2 jours des experts qui vont librement s'exprimer. Et nous aurons donc au bout de 48 heures l'état des connaissances sur lesquelles nous pouvons nous entendre. C'est ça le consensus. Des sensibilités différentes, des parcours différents, mais une capacité sur des sujets aussi importants que la justice et l'incarcération et les peines, un sujet aussi important puisse produire du consensus, c'est-à-dire une capacité à admettre l'état des connaissances, l'état des expériences conduites, la qualité et la valeur des études produites, l'évaluation rigoureuse de ces expériences et de ces études, et à s'entendre ensemble sur un régime des peines qui nous concernera tous. Cette conférence de consensus devrait nous permettre d'aboutir à des propositions qui feront en sorte que nous allons réduire, je l'espère, je le souhaite, je mettrai tous les moyens dont je peux disposer à la disposition de cet objectif, réduire, prévenir les risques de récidive. Vous exercez ces métiers difficiles dans ces conditions extrêmement nobles. Vous les exercez dans un cadre établi. Le dernier cadre précisé sur le plan législatif, c'est la loi pénitentiaire. En vertu de cette loi pénitentiaire, le décret de 2010 se précise les conditions déontologiques dans lesquelles vous exercez vos métiers. Et ce décret indique très clairement que l'administration pénitentiaire garantit les libertés et le fonctionnement des institutions de la République. C'est à cette hauteur que vous exercez vos métiers. Vous garantissez les libertés et le fonctionnement des institutions de la République. Vous connaissez l'article 1er de la loi pénitentiaire qui explique que le régime de l'exécution des peines concilie la protection de la société, la sanction du condamné, les intérêts de la victime, avec la nécessaire préparation à l'insertion, à la réinsertion, de façon à ce que la personne détenue puisse revenir dans la société et exercer de façon responsable ses activités. L'article 2 vous parle de services publics, de sécurité publique pour les citoyens, de services publics, c'est-à-dire de continuité, d'égalité sur l'ensemble du territoire, d'efficacité aussi de la justice. Ce sont les références nationales dans lesquelles vous exercez vos missions, auxquelles s'ajoutent les références et les standards européens et internationaux, et qui donnent toute la noblesse à votre métier. Vous exercez donc une part des missions régaliennes. Et parce que vous exercez ces missions régaliennes, dans un cadre où une partie de nos concitoyens est privée de liberté, parce que vous avez la responsabilité au quotidien d'être confronté à ces personnes privées de liberté, que vos actes, vos comportements peuvent avoir un effet sur leur dignité, sur leur intimité. Pour toutes ces raisons, bien sûr, vous êtes soumis à des contraintes statutaires. Pour assurer la continuité du service public, vous savez que la République s'engage à assurer l'exercice d'un certain nombre de droits en milieu clos, par exemple l'exercice du culte, dans l'espace public, que l'État ne se mette pas de l'exercice du culte dans les établissements pénitentiaires, parce que les personnes sont dans un lieu clos, contraint, l'État organise l'exercice du culte.
Vous êtes donc confrontés au quotidien à cette privation de liberté, et que ce soit vos actes, vos paroles, vos comportements, il y a un effet sur la dignité de ces personnes, un effet sur leur intimité. Parce que vous exercez cette part des responsabilités régaliennes, vous êtes soumis à des obligations déontologiques. Comme d'autres métiers, comme d'autres belles professions, comme les magistrats, comme les préfets, comme les hauts fonctionnaires, comme des policiers, comme des militaires. Vous êtes soumis à des règles spécifiques aussi, comme le sont encore des magistrats, comme le sont des médecins aussi. Vous êtes soumis à tout cela. Ce sont des contraintes sans doute, mais elles ne sont pas oppressives. Elles ne sont pas oppressives parce qu'elles contribuent à l'exercice de vos missions. Ces missions qui d'ailleurs sont encadrées, elles sont encadrées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elles sont encadrées par la Constitution, notre loi fondamentale, elles sont encadrées par les conventions internationales et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vos missions sont contrôlées aussi. Elles le sont par le juge judiciaire, elles le sont par le juge administratif, elles le sont aussi par les corps d'inspection, elles le sont par le comité de prévention de la torture, elles le sont aussi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, elles le sont par des parlementaires, elles le sont et le seront de plus en plus par des journalistes. Vous avez entendu mes déclarations récentes où je permettrai que les journalistes accompagnent les parlementaires dans nos établissements pénitentiaires. Parce que vos missions sont grandes et belles, elles doivent être encadrées, contrôlées, et ces contrôles, vous ne devez pas les vivre comme une hostilité, comme une marque d'aversion. C'est parce que les missions que vous exercez sont élevées, grandes, nobles, parce que ce sont des missions face à des personnes privées de liberté, des personnes qui donc sont dépendantes de vous, des personnes envers lesquelles vous devez exercer une vigilance permanente contre vos propres élans, contre vos propres sympathies, contre vos propres aversions. Ceux qui assurent le contrôle de vos missions ne sont donc pas des ennemis ou des adversaires, ce sont des alliés qui vous accompagnent de façon à ce que l'État respecte l'exigence des lois, du droit, des droits et de la transparence. Et ces contrôles vous protègent aussi. Ils vous protègent contre la suspicion, ils vous protègent contre les rumeurs. Ceux qui exercent les contrôles sur vos missions sont des alliés. Nous veillerons, je veillerai personnellement à ce qu'aucune parole, aucun propos ne soit blessant à votre égard. Que les contrôles soient effectués dans la plus grande rigueur, mais que personne ne se sente autorisé à porter sur vous des jugements de valeur et des paroles blessantes. Vous allez donc exercer ce métier, ou continuer à les exercer pour ceux qui sont déjà dans le métier, qui sont là dans un processus interne. Métier de surveillant, de premier surveillant, d'officier, de directeur, de conseiller, d'insertion et de probation, de directeur, d'insertion de probation, de directrice aussi, je dis directrice, conseillère parce qu'il y a quand même des femmes, de plus en plus de femmes. Et elles sont les bienvenues, et elles exercent admirablement, et elles sont encouragées à démontrer de plus en plus, pour que nos hommes aient de plus en plus envie, eux aussi, de s'élever. Les femmes sont invitées à continuer à donner cette très belle image de rigueur, d'efficacité et d'humanité, et les hommes en sont totalement capables aussi. Et nous voyons bien que le niveau des métiers, j'ai eu la curiosité de voir, parce que dans de nombreux métiers, les femmes ont pris d'assaut ces professions. Les dernières promotions de magistrats sont composées à 80% de femmes. C'est à peu près la même chose pour les greffiers. Et j'ai vu que pour les directeurs d'établissement, on est en promotion à 3 quarts, 75% de femmes. Il y a d'autres métiers, c'est 50% de femmes. Et elles exercent avec la même compétence que les hommes, avec la même rigueur que les hommes, avec la même exigence que les hommes. Et c'est très bien parce que ça entretient chez les hommes l'émulation. Et donc tout cela va aider le niveau des métiers à continuer à progresser. En tout cas, quel que soit le métier que vous exercez, vous partagez tous cette lourde et belle responsabilité de l'exécution des peines.
envers les personnes privées ou restreintes de liberté. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas, vous n'avez jamais été, vous ne serez surtout pas, ni des gardiens, ni des malins. Vous êtes des sentinelles du droit. Vous êtes des vigies de la dignité. Vous êtes des passeurs d'univers. Vous accompagnez les personnes détenues de l'univers clos dans lequel vous-même essayez de maintenir, d'entretenir une vie sociale, à l'univers libre où ils pourront exercer leur liberté avec leurs responsabilités. Ce sont des métiers difficiles, ce sont des métiers qui font l'objet d'agressions. Ma responsabilité, notre responsabilité, celle de l'État, est de créer les conditions pour réduire et prévenir ces agressions. Les conditions de travail, les conditions d'organisation, des moyens corrects en effectif, des moyens logistiques aussi. Parce que nous savons ce que nous vous devons. Sans vous, pas de sanctions démocratiques. Sans vous, pas d'état de droit. Sans vous, pas d'acceptabilité sociale de la sanction, de la transgression et de sa sanction. Vous êtes essentiel à l'état de droit et donc à l'exercice des valeurs de la République. Pour cela, je vais continuer à solliciter vos réflexions, votre expérience, à vous voir, à vous observer, à vous entendre. Je vais continuer à croire que vous savez renouveler ces métiers. Je vais continuer à veiller à ce que vous disposiez des informations nécessaires pour savoir comment évoluent vos métiers. Et veillez donc à ce que l'ENAP soit constamment, toujours, en capacité de vous accueillir, que ce soit en formation initiale, que ce soit en formation continue, que ce soit pour ces travaux de recherche qu'elle se livre l'ENAP, pour cette expertise que cette école a accumulée. Je veillerai à ce que vous continuez à vous intéresser avec la belle médiathèque d'ailleurs qui est à votre disposition, à tout ce savoir accumulé à travers les générations, à toutes ces réflexions conduites sur l'univers pénitentiaire, mais surtout à ce que vous pouvez apporter, vous, en ce 21e siècle. Vous êtes les fonctionnaires pénitentiaires du 3e millénaire. Vos métiers sont nobles, les exigences sont grandes, la pression est souvent forte. Je vous invite à ne pas rester en repli, ne jamais être sur la défensive, ne jamais douter de vous. Partagez, confiez-vous, échangez, parlez, dites, écrivez, partagez, partagez. C'est la condition pour lutter contre l'isolement. C'est la condition pour ne pas vous faire aspirer par ces métiers si lourds, si prenants, mais si nécessaires. Et pour éviter cet isolement, éviter aussi une manie dont René Char disait qu'elle est intrinsèque aux hommes, cette manie de toujours vouloir faire des nœuds. Pensez à toujours dénouer, y compris dans vos cœurs. Je vous remercie.